Comme tous les 15 jours, nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir à Calicanit. Calicanit est cet espace que nous avons souhaité pour faire la promotion du continent africain. Le continent africain est souvent dénigré, le continent africain est souvent plein, mais le continent africain n'est pas souvent promu. Pourtant, c'est un continent avec beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités. Nous avons souhaité donc, nous à Calicanit, tous les 15 jours, trouver un espace, créer un espace d'échange pour parler de l'Afrique. Alors, l'Afrique de 2050, ça sera vraiment the place to be, l'endroit où il va falloir être, il va falloir investir. Et ça va se faire à partir de 2030. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas quelque chose que nous avons imaginé. Tous les chiffres parlent pour nous. Toutes les agences au monde, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Agence française de développement, que ce soit la BAD, donc la Banque africaine de développement, toutes les agences au monde sont unanimes et les chiffres parlent pour l'Afrique. À partir de 2030, l'Afrique sera le continent de l'avenir, le continent où il va falloir investir, le continent où il va falloir vivre, the place to be. Et donc, il est bon en tant qu'Africains que nous puissions on va dire, nous motiver les uns les autres pour dire, bon, il va falloir y aller. C'est vrai que des fois, c'est pas évident, mais il va falloir y aller parce que les cartes vont être redistribuées. Il faut qu'on ait les bonnes cartes. Comment on présente l'Afrique déjà? Parce que bon, des fois, hein, ça se trouve, on sait pas trop comment présenter ce continent. On va le faire de façon sommaire. L'Afrique, c'est environ 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est différents climats, donc du nord au sud. L'Afrique, c'est 54 États indépendants. L'Afrique, c'est plusieurs blocs, parce que ce n'est pas un gros bloc, non. C'est plusieurs blocs, donc c'est pas un continent homogène, c'est plusieurs blocs. On va dire qu'on a le bloc de l'Afrique du Nord. Ensuite, on a les pays en dessous du Sahara. Déjà, on peut faire deux blocs là, si on veut. Sinon, le bloc en dessous du Sahara, on peut en faire encore plusieurs blocs. Donc, on peut faire le bloc de l'Afrique occidentale, le bloc de l'Afrique équatoriale, le bloc de l'Afrique orientale, donc l'Afrique de l'Est. Et ensuite, on peut faire le bloc du Sud, donc les pays du Sud avec l'Afrique du Sud. Vous voyez, ça fait un bloc. On peut faire un autre bloc, si on veut, qui va être par exemple le bloc des langues. Donc on peut faire le bloc des pays francophones, des pays anglophones, des pays lusophones et des pays arabophones. Vous voyez? Et ça fait donc qu'on ne peut pas parler de l'Afrique, on va dire de façon globale. On va essayer en tout cas à Calicanit de pouvoir prendre des sujets qui vont intéresser un peu tous les blocs, mais en général on va beaucoup parler de l'Afrique en dessous du Sahara, qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, qu'on peut appeler également l'Afrique noire, mais entre guillemets, moi j'aime pas beaucoup cette expression. Et on va beaucoup parler de cette Afrique-là parce que c'est vraiment l'Afrique qui nous intéresse et c'est l'Afrique des potentialités. Bon, pourquoi on veut parler de cette partie de l'Afrique? Oh, parce que c'est la partie déjà qui nous intéresse. C'est la partie que nous connaissons le mieux et c'est la partie, comme je l'ai dit, qui offre le plus de potentialité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, c'est 17% de la population mondiale. C'est environ 1,3 milliard d'individus. Donc, c'est une force. Et d'ici à 2030, selon l'Agence française de statistiques, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, c'est ça, l'Agence française d'études démographiques, voilà, je ne me suis pas trompée, en 2030, il y aura environ 2 milliards et 200 millions, on va dire, autour d'Africains. C'est une force. Sans compter que la Banque mondiale dit qu'en 2100, il y aura environ 4 milliards d'Africains. Donc près de 40% de la population mondiale. Vous voyez que c'est une force en fait qui est en train de se préparer. Je vais récapituler les chiffres hein, pour être sûr de ne pas me tromper. Aujourd'hui, 1,3 milliard d'individus africains. D'accord? 2050, environ 2 milliards d'individus. 2100, environ 4 milliards d'individus. Vous voyez? Donc, c'est une force. Et comme on l'a dit, l'Afrique devra jouer donc des cartes au plan politique, je l'espère, au plan économique, c'est sûr, au plan démographique, c'est certain, sachant que les autres pays
par exemple, comme la Chine ou l'Inde, sont en train de perdre du point de vue démographique. Je lisais la semaine dernière que en Chine aujourd'hui, en fait, on est passé de l'enfant unique à la possibilité d'avoir 3 enfants. Parce que justement, l'Afrique est en train de monter en puissance en termes démographiques. Il va falloir juguler ça. Parce que c'est beaucoup d'argent également. Si vous arrivez à vous organiser et que vous avez, on va dire, 4 milliards d'individus, vous voulez faire du commerce ou alors si vous voulez prendre l'extension économique contre un autre pays, je pense que ça va faire mal. Voilà l'Afrique voilà l'Afrique de demain. Mais on revient à notre sujet. Là, on a fini de présenter l'Afrique. On revient à notre sujet du jour, qui est l'identité. En fait, nous sommes à notre 2e numéro sur l'identité. On en avait déjà plus ou moins parlé. Aujourd'hui, on va conclure. Certains diront, mais pourquoi est-ce qu'il faut parler de l'identité de l'Africain? Il faut parler de l'identité de l'Africain parce que c'est l'identité qui nous détermine. Vous savez, l'identité nous permet de nous positionner. C'est grâce à notre identité ou à cause de notre identité que nous agissons d'une façon ou d'une autre. Vous voyez? Et donc, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous n'arrivez pas à vous positionner, vous ne saurez pas comment agir, mais surtout, vous ne saurez pas quoi proposer à l'autre. Parce que nous sommes dans l'universel. Il faut bien comprendre que quand on parle de 2030 ou de 2050 ou de 2100, on ne sera pas un continent lâché comme ça. C'est un continent qui va interagir avec d'autres continents. Donc, si nous voulons apporter des choses, si nous voulons être une force, si nous voulons pouvoir compter, il faut déjà que nous sachions qui nous sommes et ce que nous pouvons apporter aux autres. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé utile, on va dire ça comme ça, de parler d'identité africaine. Et je trouve que c'est important de parler de l'identité parce que c'est au nom de l'identité niée, il faut le préciser, qu'on est parti d'un fait ou d'un élément qui est essentiel mais qui n'est pas primordial, qui est la couleur de peau, et qu'on a kidnappé, réduit en esclavage une partie de l'humanité. Vous voyez? C'est parce qu'on a nié notre identité, on a nié notre humanité. On est parti d'une couleur de peau. C'est important la couleur de peau, mais c'est pas déterminant. On a également choisi un autre élément qui peut faire partie des valeurs de l'Africain, qui est la résilience et la manifestation de cette résilience pour dire de toutes les façons, ils passent leur temps à danser, à rigoler comme de grands enfants, ils sont forcément pas conscients et on a décidé d'asservir une autre partie, toujours les Africains, de l'humanité. Vous voyez, quand on a une identité, on ne peut pas vous la nier et on ne peut pas vous réduire à des éléments qui sont peut-être importants mais qui ne sont pas essentiels pour vous. Et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on parle de l'identité. Et c'est toujours à cause ou parce qu'on nous a nié notre identité qu'on voit de plus en plus des personnes dire « Oui, mais il y a eu l'esclavage, oui, mais il y a eu la colonisation, mais c'est pas grave, il faut passer à autre chose. » Oui, mais c'est grave même de dire ça. Parce que c'est parce que vous niez à quelqu'un son identité que vous estimez que ce qui lui est arrivé n'est pas grave. Il ne viendrait à personne à l'idée de dire qu'il faut passer la Shoah, il faut passer à autre chose. Personne n'oserait dire ça. Personne n'oserait dire en Europe qu'il ne faut pas parler des 2 guerres. Mais on ose et on dit qu'il faut passer sur la colonisation, qu'il faut passer sur l'esclavage. Parce qu'on nous a nié notre identité. Parce qu'on nous nie. C'est aussi simple que cela. Et moi, justement, sans être revancharde ou vindicative ou sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, je souhaite qu'on puisse parler de choses qui nous sont arrivées au nom d'une identité qu'on nous a niée ou qu'on nous a refusée et que nous puissions nous positionner, nous, en tant qu'Africains par rapport à tout cela en fait. Vous voyez? Ah oui, bon, ça, je précise que ça va faire l'objet de notre prochain rendez-vous, mais j'annonce là déjà, oui, l'esclavage, la colonisation et les 2 guerres. Ah oui, mais il y a des Africains qui ont participé à l'esclavage. Oui, il y a des Français qui ont été collabos pendant la Seconde Guerre mondiale. Le général Pétain a été traité de collabo. Après, on a réglé les comptes, on a donné à chacun ses responsabilités, mais on n'a pas nié ce fait-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on doit pouvoir faire. On doit pouvoir dire les choses, on doit pouvoir situer les responsabilités, on doit pouvoir avancer. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je pense que l'identité, c'est essentiel. J'oubliais également de parler d'un autre fait. Je l'ai évoqué plus ou moins tout à l'heure. Ce n'est pas déterminant, mais c'est essentiel, c'est la couleur de peau. Vous savez, on peut être africain sans être noir.
Oui, les Africains du Nord ou les Africains de l'Est ou les Africains du Sud sont bien africains, mais ils ne sont pas noirs. Si un Russe ou un Français ou un Indien ou un Canadien prend la nationalité d'un pays africain, il devient africain. Donc, quand on parle de l'Afrique ou des Africains, on s'adresse à toutes ces personnes-là qui n'ont pas forcément la couleur de peau supposée être la couleur de peau des Africains, mais qui sont liées d'une façon ou d'une autre au continent africain. Il y a également la couleur noire. Bon, on a des personnes qui peuvent être jamaïcaines ou haïtiennes ou françaises même, qui sont ou américaines, qui sont noires de peau, mais qui ne sont pas africaines, mais qui sont d'origine africaine. Vous voyez? Donc, elles peuvent ne pas se sentir concernées par les problèmes du continent africain. Et c'est normal. En revanche, ces personnes-là vont être intéressées par des questions qui sont relatives à la question noire, à la pensée noire. Et on essaierait également de parler à ces personnes-là. C'est pour ça que je dis que parler de l'Afrique, c'est assez complexe, c'est pas un gros bloc. Donc, il va falloir, pendant que nous avons des numéros, pendant que nous parlons, pendant que nous discutons, il va falloir trouver des sujets qui vont être relatifs soit à la question noire, donc qui vont intéresser un public plus large, donc d'origine africaine ou de couleur noire, ou qui sont intéressés par ces questions, ou alors on va traiter en général et la plupart du temps des questions qui sont relatives à l'Afrique. Donc si on est africain, en principe, ces questions-là devraient nous intéresser. Surtout si on est africain en dessous du Sahara, ça devrait nous intéresser encore plus. Bon, revenons à notre sujet qui est l'identité. Comme je le disais, c'est l'identité qui nous détermine. C'est l'identité qui nous permet d'interagir avec les autres. C'est l'identité qui va nous faire apporter à l'autre, puisque nous savons qui nous sommes. Quelle est l'identité des Africains? Déjà, il faut comprendre que de nos jours, le nom, le sexe, la couleur de peau ne détermine plus l'identité. On l'avait dit, l'identité, c'est selon le dictionnaire, hein, ce sont les éléments. En fait, il y a des éléments qui attestent que nous sommes la personne que nous prétendons être. Et ce sont des éléments qui sont essentiels et qui sont durables, en fait. L'identité, c'est dans le temps. L'identité, c'est une notion qui va nous déterminer, qui va être presque notre ADN. Et aujourd'hui, comme je le dis, le nom, le sexe, la nationalité ne peuvent plus être perçus comme des marqueurs identitaires. Pour la simple et bonne raison que de nos jours, on peut changer de nom, on peut changer de sexe, on peut changer de nationalité. Donc, ce ne sont plus des éléments qui vont être des éléments, on va dire, coulés dans du béton. Quels sont les éléments donc qui sont presque coulés dans du béton et qui vont permettre aux Africains donc de se reconnaître en tant que tel? Le premier élément, bon, ça on le connaît plus ou moins, hein, c'est l'élément de l'Afrique berceau de l'humanité. C'est important? Oui, ça peut être important. Pour certains Africains qui ne sauraient pas trop comment se positionner par rapport à ça, il faut juste dire que, en tout cas, jusqu'à pendant que je fais cette émission, en tout cas, on n'a pas trouvé d'endroit sur la Terre où il y ait de plus vieux ossements qui sont reliés à l'être humain qui a été trouvé. Il n'y a pas. Les seuls ossements qui sont reliés à l'être humain se sont retrouvés en Afrique. C'est pour ça qu'on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et ces ossements-là ont environ 7 millions d'années. Bon, on va faire simple. Il y a deux théories. Hein. Il y a la théorie de la création. Et puis, il y a la théorie de l'évolution. On va s'intéresser aux deux théories. Ne vous inquiétez pas. Ce que j'essaie de dire que quand on est africain, il faut savoir que notre continent est supposé être le continent d'où est venu l'être humain. C'est ce que les scientifiques disent. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'il y avait déjà des grands singes, c'est comme ça qu'ils disent, les australopithèques. Le plus connu, c'est Toumaï. La plus célèbre, c'est Lucie, qui a environ 3 millions d'années. Lucie, c'était un grand singe, c'était pas un être humain. Et ils disent que, dans la théorie de l'évolution en tout cas, chaque espèce évolue en son sein. C'est-à-dire, on a l'espèce des moutons, l'espèce des papillons, l'espèce des lions, l'espèce des humains. Et au sein donc de son espèce,
l'être humain va évoluer. Elle va partir de, enfin, l'espèce, hein, l'espèce va partir de grands singes qu'on appelle Australopithèques et va évoluer vers l'homme qu'on va appeler les Homo. Donc on va avoir l'Homo habilis, je vais faire simple, hein, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo sapiens et l'Homo sapiens sapiens. Tout ça c'est des millions d'années, hein, ça c'est des millions d'années. Mais en tout cas, l'Australopithèque, donc qui est un grand singe avec des poils, qui ressemble plus à un singe qu'à un être humain, je ne sais pas comment ça se passe, va se retrouver des millions d'années plus tard parce qu'elle a évolué dans son espèce en Homo. Et va être Homo habilis, donc toujours ressemble à un singe, mais cette fois-ci se nourrit de fruits, utilise des branchages comme instrument ou comme élément pour se défendre et mange des carcasses laissées par les autres animaux. Ensuite va arriver l'Homo erectus, donc le grand singe qui se lève, c'est ça que ça veut dire. Celui-là, il va connaître le feu. Celui-là, il va pouvoir fabriquer des petits éléments rustiques pour aller à la chasse. Et celui-là, il va toujours vivre de cueillette également. Hein. Ensuite va arriver l'Homo sapiens. Mais je précise, c'est sur des millions d'années. Et l'Homo sapiens, en fait, lui, il va être un être qui enterre ses morts, un être qui commence à penser, un être qui commence à avoir une démarche un peu plus élaborée, un être qui peut se déplacer. En fait, ça, c'est l'Homo sapiens. Et puis après, on a l'Homo sapiens sapiens, qui est nous, et qui réfléchit plus, qui fait beaucoup plus de choses. Et tout ça, comme je dis, à mesure que l'espèce évolue et se change, on va dire, les poils tombent et d'autres caractéristiques apparaissent. Et c'est l'Homo sapiens et l'Homo erectus, en fait, qui vont migrer. Donc, ils ont toujours des poils, hein, je précise, ils ressemblent toujours à des singes. Ils vont aller en Europe, ils vont aller en Asie et ils vont aller en Amérique. Donc, on va prendre le cas de l'Europe pour faire simple. On va prendre le cas de l'Europe. Quand Homo sapiens ou Homo erectus va arriver en Europe, il a toujours des poils, il ressemble toujours à un singe. On est d'accord? Il va s'appeler l'homme de Néandertal. Et après, il va évoluer donc au sein de l'Europe et il va s'appeler maintenant l'homme de Cro-Magnon. Il n'a plus de poils, mais il est noir. Au niveau de l'Afrique également, c'est la même chose. Homo sapiens sapiens a évolué, il réfléchit, il n'a plus de poils. Bon, il ressemble à vous et moi, mais il est noir parce que lui, il vit sous le soleil. Donc, il est noir. En revanche, l'homme de Cro-Magnon qui n'a plus de poils, mais qui est toujours noir, mais qui vit cette fois-ci dans un climat qui est plus propice, plus favorable, va changer de couleur de peau. Et les scientifiques disent que il y a encore 10 000 ans, donc c'est pas si loin que ça, hein, puisqu'on parle en termes de millions d'années. Il y a 10 000 ans, les hommes qui vivaient en Europe étaient noirs de peau. Vous voyez? Donc, on est tous noirs de peau, c'est ça qu'il faut comprendre. Berceau de l'humanité, ça veut dire tous les humains sont partis de l'Afrique. Tout le monde était noir au début. Tout le monde ressemblait à des singes au début. Enfin, si on croit à la théorie de Darwin, hein. Tous les humains étaient des singes au début, qui ont évolué au sein de leur espèce, qui ont migré, et en fonction du lieu où ils vont se retrouver, la couleur de peau va changer, les cheveux crépus qui servaient à protéger contre le soleil vont descendre, le nez va se faire plus fin parce que il va falloir se protéger parce que l'air est plus froid, et on va avoir, on peut dire ça comme ça, l'homme de Cro-Magnon qui est l'homme européen d'aujourd'hui. Après on va avoir l'asiatique, après on va avoir l'homme qui vit sur le continent américain et on a l'homme africain. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit berceau de l'humanité. Donc l'identité de l'Africain, c'est d'avoir porté l'humanité entière. Donc si on vous dit par exemple que vous êtes un singe, c'est que l'humanité entière à la base était singe. En tout cas, si on croit en la théorie de l'évolution. Sinon, si on croit en la théorie de la création qui est dans la Bible, tous les êtres humains ont pour grand-père Noé. Après le déluge, Noé va avoir trois fils. Donc Japheth qui représente les Européens, Sem qui va représenter donc le Moyen-Orient et l'Asie, une partie de l'Asie, et Cam. Cam, ça veut dire Kum, ça veut dire noir. Donc, il va être le père des Africains. La preuve dans la Bible, Cam va donner naissance à Cush. Cush, c'est la Nubie, c'est le Soudan. Il va donner naissance également à Misraïm. Misraïm, c'est l'Égypte. Bon, comme je l'ai dit,
On va en parler dans notre prochaine émission parce que une des causes soi-disant de l'esclavage, ce serait la malédiction de Cam. Donc on va en reparler. Ici, je veux juste dire que selon la théorie de l'évolution ou la théorie de la création, tous les êtres humains en fait ont la même base. Soit c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, donc tout le monde entier est né en Afrique, soit nous avons tous pour grand-père Noé. Premier élément. Vous voyez, c'est pour construire notre identité en fait. C'est pour savoir en tant qu'Africains qui nous sommes et comment nous nous positionnons. Donc nous faisons partie en fait du même groupe, de la même collectivité. Il n'y a pas une couleur de peau qui est supérieure à une autre couleur de peau. La couleur de peau ne justifie pas ou alors n'est pas fonction du statut social ou de l'intelligence ou de la bêtise. Ça n'a rien à voir. C'est ce que j'essaie d'expliquer en fait. L'autre chose, après donc Afrique, berceau de l'humanité, c'est la civilisation. Qu'est-ce que l'Afrique a apporté au monde? Là, par contre, je vais prendre mes notes. Je peux le dire de tête, mais c'est mieux si je prends mes notes pour ne pas me tromper. Alors, d'aussi loin que les scientifiques aient pu trouver, la civilisation la plus lointaine, qui est de 3500 ans avant Jésus-Christ, c'est la civilisation des pharaons. Ça, tout le monde le sait plus ou moins. Donc, c'est en Afrique. Alors, il y a le débat. Est-ce qu'ils étaient noirs? Est-ce qu'ils étaient blancs? Il y a des pharaons qui ont été noirs. Il y a des pharaons qui ont été blancs, il faut le dire. Donc, 3500 ans. Donc, on va dire, avant Jésus-Christ, il y a 3500 ans, il y avait la vie en Afrique, il y avait des civilisations évoluées. Et à cette époque-là, on ne traitait pas les gens en fonction de la couleur de peau, mais on traitait les gens en fonction de l'évolution. C'est-à-dire, est-ce que votre société était évoluée? Est-ce qu'il y avait quelle était votre capacité à réfléchir, à mener une démarche scientifique, à apporter des solutions au monde à leur époque, il y a moins de 3500 ans. C'est comme ça qu'on évaluait en fait les civilisations. Et à cette époque-là, le top du top, la crème de la crème, c'était l'Égypte. Après l'Égypte, moins de 2500 ans, il y a eu ce que nous tous nous connaissons. Il y a eu le Soudan. Donc Méroé, Napata, la Nubie. Ensuite, il y a eu le royaume d'Ascoum. Ça, c'est moins 1000 avant Jésus-Christ. Ça, c'est l'Éthiopie. Vous voyez, ensuite, en Afrique occidentale, il y a eu la civilisation Nok. J'essaie d'expliquer tout ça, en fait, pour vous expliquer que c'est notre identité, c'est l'ADN, c'est ce qui s'est passé en Afrique. Donc, on ne peut pas vous expliquer que c'est Savognon de Brazza, ou c'est René Caillé, ou c'est Mongo Park qui a découvert. Ils n'ont pas découvert. Enfin, ils sont arrivés, ils ont accosté. Enfin, on utilisera ce qu'on veut comme verbe, mais ils n'ont pas découvert, puisque des gens vivaient déjà là. Comme dit, j'aime beaucoup la chanson de Michel Sardou qui dit « Quand Magellan a découvert le détroit, qu'on appelle le détroit de Magellan, il y avait des enfants qui se baignaient là quand ils découvraient. » Donc, en fait, il n'a pas vraiment découvert. Donc, René Caillé ou Gustave Benger ou Savognon de Brazza ou Mongo Park ont accosté, sont arrivés là, on va dire ça comme ça, mais ils n'ont pas découvert. Et avant eux, donc je vous dis, moins de 3500 ans avant Jésus-Christ, donc 3500 ans avant Jésus-Christ, il y avait des civilisations, il y avait des gens qui étaient là, et il y avait des gens qui écrivaient. Ça aussi, il faut le dire, il y avait une écriture. Bon, il y avait le hiéroglyphe qu'on connaît, mais également, il y avait le nubien, il y avait le sabéen, il y avait ça, j'ai du mal à dire. Attendez, je vais vous dire. Il y avait le guez, ça, je sais dire, mais l'amérique, voilà, l'amérique. Apparemment, c'est une langue, c'est une écriture sacerdotale qui est liée à l'écriture hiéroglyphe, en fait. Vous voyez, l'amérique, voilà. Si vous voulez en savoir plus, il faut peut-être lire ou écouter le professeur Théophile Obenga, qui était l'assistant du professeur Cheikh Anta Diop. Sur YouTube, vous allez avoir beaucoup d'informations. Mais ce que moi, je veux qu'on puisse retenir, c'est que ce n'est pas vrai de dire, et ça doit faire partie de notre ADN, qu'il n'y avait pas de culture avant. On pouvait écrire, on pouvait parler, on était développé. Après, celui qui arrive, bon, il peut décider que cette écriture-là n'est pas valable, cette civilisation ne lui plaît pas, donc il va imposer la sienne.
c'est un fait, c'est ce qui est arrivé avec la colonisation. Mais ça ne veut pas dire qu'avant ça, il n'y avait rien. On continue pour dire que dans le monde, effectivement, également, il y avait d'autres civilisations. J'ai essayé de me renseigner. En Europe, il y avait d'autres civilisations, mais elles datent de moins 2700 avant Jésus-Christ. La plus connue, c'est la civilisation mycène. J'espère que je dis bien, parce qu'après, faut pas que je me fasse taper sur les doigts. Je vais bien regarder, je vais bien regarder mes notes pour ne pas me faire tomber, pour ne pas me faire taper sur les doigts. Oui, c'est ça, j'ai raison. Donc, avant ça, en Europe, donc, il y avait la civilisation mycénienne. Voilà, c'est ça. Mycénienne. Voilà, moins 1500 avant Jésus-Christ, ou bien la civilisation minoenne, 2700 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que entre 3500 et 2700, il y a quand même autour d'un millénaire d'écart. Et la fameuse Grèce antique dont on parle beaucoup, elle date de 800 ans avant Jésus-Christ. Les Celtes, les Gaulois en Europe datent de 800 ans avant Jésus-Christ. Mais 800 ans avant Jésus-Christ, par exemple, le royaume d'Askum, dont on parle en Éthiopie, existait déjà. Et ils avaient leur écriture, ils avaient leur langue. Ils étaient déjà, on va dire, une civilisation normale. Vous voyez? Donc, la civilisation existait. L'écriture existait. Et en plus de ça, si considérons même que ça, ce sont des écritures antiques. Mais de nos jours également, enfin à partir de 1800, il y a des personnes qui ont développé en Afrique des systèmes d'écriture. On en a beaucoup. On a le Douala, on a le Mandé, on a le Bassa, on a le Bamoun, on a le Bété, on a le Baoulé. On a tellement de possibilités d'écriture. C'est ça l'Afrique. Et c'est ça que nous voulons promouvoir. Bon, ça, on va dire, c'est des généralités. On va aller maintenant à d'autres éléments, comme on dit, qui ne vont pas bouger. Parce qu'on est à la recherche vraiment d'éléments qui ne vont pas bouger. Et les autres éléments dont je vais vous parler sont non seulement des éléments qui ne vont pas bouger, mais sont également des valeurs, moi je pense. Et c'est ça vraiment qui fait l'identité des Africains. La première des choses dont j'aimerais parler, c'est l'hospitalité. Vous savez, Ubuntu, comme on dit en Afrique, c'est je suis parce que vous êtes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très africain. La solidarité, la fraternité. En Afrique, ce n'est pas l'enfer, c'est les autres ou je pense donc je suis. Non, c'est je suis parce que vous êtes. Donc, nous sommes ensemble, nous évoluons ensemble, nous sommes un groupe, nous sommes une collectivité et nous prenons soin les uns des autres. De cela va découler la notion de droit. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'Afrique n'est pas la jungle, quoique ça encore c'est une expression et c'est un concept qui n'est pas très juste. Dans la jungle, c'est pas le désordre. Un lion ne va pas vous attaquer parce qu'il avait envie d'attaquer quelqu'un. S'il ne se sent pas menacé ou s'il n'a pas faim, il ne vous attaquera pas. Donc même dans la jungle, il y a une discipline. Et en Afrique, contrairement à ce qu'on croyait, ou on croit, ou on veut nous faire croire, les droits humains, la propriété, la notion de réparation, la notion de collectivité, la notion de droit a sa place et existe. Oui. L'émission Calicanite, en fait, tire son nom de Calican, qui est Mandé Calican, la charte du Mandé. Alors, je vais vous la montrer. La charte du Mandé, c'est un de mes livres préférés d'ailleurs. Là, voilà. Donc, cette charte-là, voilà, vous pouvez télécharger ou lire sur Internet. Mais moi, j'ai préféré la version calligraphiée de Aboubakar Fofana. Et la charte du Mandé, en fait, qui est le serment des chasseurs, est un livre, on va dire, initiatique et philosophique. Le but, en fait, c'est de lutter contre les injustices sociales, promouvoir le droit, oui, le droit humain, et surtout lutter contre l'esclavage, arabo-musulman. Et cette charte a été éditée en 1222. Elle a été lue de façon officielle le jour du couronnement de Soundiata Keïta. Vous voyez?
Donc, c'est pas vrai de dire que les Africains ne s'intéressent pas aux droits de l'homme. Après, comme je dis, en parlant d'identité, il y a qui vous êtes, qui va pas bouger, qui va pas changer. Et il y a les circonstances. Oui, en ce moment, nos chefs d'État, en ce moment, nos dirigeants, en ce moment, oui, nous avons malheureusement des personnes qui sont privées de liberté de façon arbitraire. Mais ce sont des circonstances. Ça ne définit pas l'Africain. L'Africain a conscience du droit. L'Africain a conscience du sacré. Parce que pour l'Africain, Dieu existe. Il y a un seul Dieu pour l'Africain. C'est pas vrai de dire que l'Africain et les Africains ont plusieurs dieux. Non, non, non. Les Africains croient en un seul Dieu, à un Dieu suprême, à un Dieu unique. Après, et c'est vrai, et c'est matière à discussion, la relation avec ce Dieu unique, suprême, sacré, peut porter à discussion, peut porter à interrogation. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Et justement, puisque pour l'Africain, Dieu est le créateur du monde visible et du monde invisible, l'Africain a soin de la nature. L'Africain a soin de l'être humain qui pour lui a été créé par Dieu. Donc les Africains tiennent la vie pour sacrée. Même la vie des plantes, même la vie des humains, c'est sacré pour les Africains. Attendez, je vous lis un passage que j'aime beaucoup de la charte du Mondé, qui dit ceci. Nous venons au monde entre des mains humaines. Nous nous en allons entre des mains humaines. L'humain ne se fait pas humain sans compagnie humaine. J'aime beaucoup. L'humain ne se fait pas humain à son insu. C'est pour cela qu'on dit l'ultime remède de l'être humain, c'est son prochain. Vous voyez, 1222. En Europe, on dit que la Magna Carta est considérée comme l'ancêtre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Magna Carta date de 1215, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai étudié. J'ai fait une année de civilisation britannique, mais je n'ai pas terminé, donc je l'ai étudié. Mais la Magna Carta, si j'ai bonne mémoire, en fait, était une espèce d'accord entre le roi Jean Santerre et ses nobles. Donc, à aucun moment, la Magna Carta ne se souciait de la vie des serfs, de la vie des pauvres, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pas vraiment une déclaration des droits de l'homme. C'est un deal ou un accord entre un roi et ses nobles. La différence avec la charte du Mondé, c'est qu'on s'intéresse vraiment à l'être humain. Je vous lis un autre passage de la charte du Mondé. La guerre ne détruira plus jamais de village. Voilà, pour y prélever des esclaves. C'est dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu au Mondé, a fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. Vous voyez, c'est vraiment s'intéresser à plus petit que soi, c'est vraiment s'intéresser aux droits humains, à la valorisation de l'être humain. Il y a même des passages qui sont liés au mariage qui m'ont fait sourire parce que je les ai trouvés très actuels en fait, très féministes. Attends, est-ce que je vais les retrouver? Je les ai trouvés vraiment actuels. Je me suis dit quand même, hein, on pensait déjà à tout cela au temps de Soundiata Keïta. Donc, pour revenir à notre sujet, pendant que je cherche mon passage, pour revenir à notre sujet, je dis, ce sont des éléments qui caractérisent les Africains. Vous voyez, la foi, donc croire que Dieu est le créateur suprême, unique, que Dieu a créé toutes choses, y compris la vie humaine, donc que la vie humaine est sacrée, que l'environnement est sacré. Donc quand on parle d'écologie, il y a longtemps que les Africains ont déjà compris cette problématique. L'être humain est sacré, l'environnement est sacré, la parole est sacrée. Il faut trouver des mécanismes pour régler la vie sociale. Ça, c'est fait au niveau des êtres humains. La fraternité, la solidarité.
Je regarde un peu mes notes parce que, en principe, j'avais prévu pas rester longtemps, mais là, je suis en train d'aller loin. Voilà. Donc, comme j'ai dit, donc, la foi, la solidarité, la sagesse africaine. Oui, très important pour les Africains. Ce sont nos valeurs. Hein, je parle des valeurs. Et puis, la résilience. Voilà. J'aimerais parler de la résilience parce que on a coutume de dire oui, les Africains aiment danser, les Africains aiment rire, ce sont de grands enfants, ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas conscience. Enfin, si on part du principe qu'un peuple a subi près de 1400 ans d'esclavage, rajouter à ça la colonisation, rajouter à ça les 2 guerres, je pense que les gens ont trouvé des moyens de pouvoir prendre de la distance par rapport aux événements. La résilience, en fait, a plusieurs manifestations. Donc, prendre de la distance par rapport aux événements, être de bonne humeur, rigoler, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient. Ça veut juste dire qu'on prend de la distance par rapport aux événements. Et je pense que les Africains sont résilients. Vous savez, en Europe, il n'y a pas autant de difficultés, entre guillemets, on va dire ça comme ça, qu'en Afrique, mais les Européens sont les premiers au monde en termes de consommation d'antidépresseurs. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, la résilience, ça c'est une valeur africaine. La détermination également. Vous savez, je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais faire 6000 km à pied, il faut être résistant, il faut être déterminé. Et comme on l'a dit, c'est les plus valeureux, les plus résistants qui arrivent en Europe en ayant traversé le désert, en ayant traversé l'enfer de la Libye, en ayant traversé la Méditerranée sur des canaux de sauvetage. C'est vraiment les plus résistants. Ça veut dire que là encore, l'Afrique est en train de se vider de ses fils les plus résistants. Quand ils arrivent en Europe, bah, c'est comme une sélection en fait, c'est les meilleurs, ce sont les meilleurs. On n'a pas le sentiment, mais tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir subir tout ça et s'en sortir. Et la détermination, la résilience fait partie de l'ADN des Africains que nous sommes et je pense que nous devons en être fiers. Alors, il faut peut-être conclure, hein, parce qu'on a tellement parlé. En principe, c'est 20 minutes. Mais là, je pense qu'on a passé les 20 minutes. Hein. Donc, on va conclure. On va conclure pour aujourd'hui. Pour dire qu'il faut être fier de qui nous sommes. C'est ça notre identité. L'identité, c'est qui nous sommes. Ce sont les valeurs que nous portons. L'identité de l'Africain, c'est ce qui ne va pas changer. Tous ces éléments que nous portons, qui malgré les difficultés, malgré les douleurs de la vie, malgré les coups bas, malgré l'esclavage, malgré la colonisation, bah, tous les éléments que nous portons qui font que nous aimons les autres, qui font que l'Africain est souriant, l'Africain est accueillant, l'Africain est hospitalier, l'Africain prend soin de l'autre. Toutes ces valeurs qui font que, même si vous ne connaissez pas la personne, je veux dire, après 10 minutes, vous l'appelez papa, maman, tanti, parce que bon, nous c'est Ubuntu. Nous sommes parce que vous êtes, et nous sommes ensemble. Et moi je pense que ce sont des éléments qui sont importants. Ce sont des éléments qui font que nous devons être fiers de qui nous sommes. Et ce sont ces éléments-là que nous allons prendre en main et apporter au monde. Bon, on va rajouter d'autres choses, hein, mais ça c'est déjà nous, notre identité, notre façon d'être que nous allons porter au monde. Voilà, je vais m'arrêter là. Il me restait un élément, c'est les caractéristiques physiques, mais ça va prendre un peu de temps. Donc je vais trouver la façon d'en parler. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. On se revoit dans 15 jours. Au TEP. Bye bye.